Hello, everyone. I'm Carrie Thibodeau. Bonjour à tous, je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et politiques publiques à la Fondation Durand. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé Conseils pour réduire le stress financier lié à la maladie rénale. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points afin que vous sachiez comment participer à l'événement. Nous proposons ce webinaire de façon bilingue en utilisant la traduction simultanée. Pendant la présentation, les orateurs s'exprimeront en anglais. Pour écouter la présentation en français, choisissez le français comme langue de préférence dans les comptes d'interprétation de la bande d'outils Zoom. Nous proposons ce webinaire dans les deux langues en utilisant la traduction simultanée. Pendant la présentation, les intervenants s'exprimeront en anglais. Pour entendre la présentation en français, choisissez le français comme langue de préférence dans l'icône d'interprétation de la barre d'outils Zoom. Vous avez rejoint l'écoute de la présentation avec le système de haut-parleur de votre ordinateur par défaut. Si vous préférez participer par téléphone, sélectionnez la flèche à côté de l'icône Mute on Mute sur Zoom au bas de votre écran dans la barre d'outils Zoom. Sélectionnez Passer à l'audio du téléphone, puis sélectionnez l'appel téléphonique et suivez les instructions pour composer le numéro. Par défaut, tous les participants entrent dans le webinaire avec le son coupé. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Pour ceux d'entre vous qui se connectent sur leur ordinateur, vous aurez la possibilité de soumettre des questions textuelles au présentateur en les tapant dans le volet QR qui se trouve dans la barre d'outils Zoom en bas de la fenêtre de la réunion. Veuillez éviter d'utiliser la boîte de dialogue pour soumettre vos questions. Cela nous permettra de les contrôler plus efficacement lorsqu'elles seront soumises dans le panneau de questions. Vous pouvez envoyer vos questions en français ou en anglais à tout moment de la présentation. Nous les recueillerons et y répondrons. Pour protéger votre vie privée, lorsque vous posez une question, veuillez ne pas utiliser votre nom ni fournir d'autres informations personnelles. Bon, avant de commencer, nous aimerions reconnaître la terre autochtone sur laquelle nous nous trouvons, inspirée par les 94 appels à l'action recommandés par la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. La reconnaissance des terres est une première étape nécessaire pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. J'encourage tout le monde à prendre un moment pour y réfléchir et en prendre acte. C'est avec gratitude et respect que je me joins aujourd'hui à cette réunion depuis Newmarket, territoire traditionnel des Haudenosaunee, Wendat et Anishinaabe. La Fondation Durand tient également à remercier ses commanditaires pour cette série de webinaires 2023, GSK Canada, Horizon, Otsuka, Paladin et Merck. Leur soutien continu nous permet de réunir de nombreuses personnes, comme aujourd'hui, pour avoir des conversations plus larges, plus audacieuses et plus courageuses. L'objectif d'aujourd'hui est de vous fournir les connaissances nécessaires pour vous aider à gérer les implications financières de la maladie rénale. J'aimerais maintenant vous présenter Kate Chung, qui sera la modératrice aujourd'hui. Génial, bonjour, merci Carrie. Comme je l'ai dit, je m'appelle Kate Chung et je suis directrice des programmes de la Fondation Durand de Colombie-Britannique et du Yukon. Et également, j'ai subi une transplantation rénale il y a 6 ans. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour le webinaire Conseils pour réduire le stress financier lié à la maladie rénale. C'est également avec gratitude et respect que je me joins aujourd'hui à cette réunion depuis Coquitlam en Colombie-Britannique, territoire traditionnel des Salish de la Côte, des Kwikwetlum, des Tsleil-Waututh, des Stalo et des Keelakite. Ils sont les premiers gardiens des terres sur lesquelles je vis. J'apprends, je travaille, je me divertis. Si vous connaissez le territoire sur lequel vous vous trouvez, je vous encourage à le mentionner dans le clavardage. Je veux également vous dire que l'information partagée lors du webinaire d'aujourd'hui est en date du 12 septembre 2023. Les informations communiquées dans cette présentation ne constituent pas des conseils financiers. Les informations fournies sont de nature générale et ne couvrent pas nécessairement toutes les circonstances. Bien que nous nous efforcions d'être exacts, nous vous recommandons de demander des conseils financiers professionnels pour vos questions individuelles. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter nos intervenants. Merci à tous d'avoir pris le temps de partager ces informations importantes aujourd'hui. Donc, d'abord,
Notre premier membre du panel est Jody Max, qui travaille dans le programme de transplantation rénale de l'hôpital Saint-Paul à Vancouver, en Colombie-Britannique, depuis 2015. Elle est actuellement représentante de la Colombie-Britannique au sein de l'Association canadienne des travailleurs sociaux en néphrologie. Jody est travailleuse sociale pendant 30 ans. Elle est diplômée de McGill en 1994, de l'UBC en 2013. Bienvenue, Jody. Ensuite, nous avons Laura Quenneville, diététicienne diplômée qui travaille actuellement en néphrologie pédiatrique au Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario à Ottawa, au Canada. Elle a obtenu sa licence en sciences de la nutrition à l'Université de Montréal en 2002. Laura a travaillé dans les hôpitaux pédiatriques et les hôpitaux pour adultes, passant plus de la moitié de ses années en pédiatrie, dont 9 ans en néphrologie pédiatrique au CHEO. Elle est directrice provinciale pour l'Ontario de l'Association canadienne des diététistes en néphrologie, la CDN, Réseau national canadien des diététistes rénaux. Au fil des ans, elle s'est découvert une passion pour la néphrologie pédiatrique. Jusqu'à ce jour, elle travaille avec des patients dialysés dans des cliniques externes de néphrologie, ainsi qu'avec des patients hospitalisés pour un diagnostic lié au rein. Alors, bienvenue, Laura. Et dernier, mais non le moindre, nous avons Patrick qui a reçu un diagnostic de maladie rénale à la fin de 2015. Quelques mois après son diagnostic, elle a commencé des traitements d'hémodialyse 3 fois par semaine. Pendant son traitement, Patrick a continué à travailler à temps plein dans le secteur des services financiers et de la gestion des investissements. En 2019, il a reçu une greffe de rein dont il est extrêmement reconnaissant. Patrick est également bénévole, impliqué dans plusieurs organisations, dont la Fondation du rein. Ses efforts de bénévolat et son implication dans les marches pour le rein permettent de collecter des fonds pour soutenir la communauté de personnes atteintes de maladies rénales et sensibiliser le public à ces maladies. Bienvenue, Patrick, et merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, nous allons commencer immédiatement avec les questions. Nous allons les poser à nos 3 panélistes aujourd'hui. Donc, la première sera de... C'est difficile de demander des conseils ou de l'aide. Comment encourageriez-vous quelqu'un à demander de l'aide? Je vais demander à Patrick d'abord. Alors, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je peux partager avec vous certaines de mes expériences. Bon, la question est excellente. Je dois revenir au premier jour de mon diagnostic et comme vous le savez tous, la maladie rénale peut être un choc lorsqu'on reçoit le diagnostic. Moi, je n'avais pas de symptômes pendant un grand bout de temps et finalement, j'ai été capable de voir un néphrologue et il m'a annoncé que j'avais une maladie rénale. Donc, demander de l'aide, ça a été quelque chose, j'aurais aimé être capable de le faire plus tôt, mais pour moi, bon, dès que vous êtes diagnostiqué, vous ne savez pas trop vous diriger pour avoir des conseils. Alors, j'étais Canadien. Je vous dirais que c'était un peu plus difficile parce que quand je recherchais ce qu'il y avait au niveau de la maladie rénale, la plupart des choses qui m'apparaissaient étaient américaines. Alors, moi, j'avais de la difficulté à trouver des choses. Je suis tombée sur la Fondation du rein du Canada, ce qui m'a aidé à comprendre ce à quoi j'avais à faire face, qu'est-ce que ça représentait, que serait ce à quoi je pouvais m'attendre pour le reste de ma vie. Mais je vous dirais que d'aller parler à des personnes qui ont été capables de m'aider, des personnes qui avaient passé par là où je passais, ça a été très bénéfique et ça m'a permis d'apprendre à quoi je devais m'attendre et ce qui m'attendait à long terme. J'ai eu de l'aide, mais c'était facile, le plus facile du moins de parler à des gens qui comprenaient à travers quoi j'avais à passer. Bien sûr, j'avais ma travailleuse sociale, ma nutritionniste, diététiste, et également les gens de la clinique de dialyse de mon hôpital qui m'ont aidé. Super. Oui, c'est un choc quand on apprend ce diagnostic et vous avez essayé
trouver des informations rapidement, qu'est-ce que ça signifie. Et bien sûr, vous avez rejoint la Fondation Durin. Bon, comme pour moi, ça a été bénéfique. Il faut aller vers les gens qui savent de quoi ils parlent ou la Fondation Durin qui pourra vous aider. Alors, merci beaucoup pour tout cela, Patrick. Jody, Laura, aimeriez-vous rajouter quelque chose là-dessus? Merci. Euh, Merci, ça a été très utile, Patrick et Kate. Je n'ai rien de différent à ajouter. Lorsque c'est difficile, lorsqu'on n'est pas à l'aise, il faudrait que vous puissiez avoir un travailleur social dans l'équipe à qui vous pouvez parler si vous n'êtes pas à l'aise pour faire autre chose. Et comme Kate et Patrick l'ont dit, la Fondation du Radio Canada a partout dans toutes les provinces d'excellentes ressources et on forme également des bénévoles pour qu'ils puissent vous venir en aide. Donc, c'est un bon endroit où commencer. Et sinon, un travailleur social peut vous aider. Oui, ouais, c'est le rôle que j'ai à jouer ici, de mettre les gens en contact avec des pères qui ont connu la même chose, qui, comme Patrick, peuvent parler de leur expérience personnelle. Et cela peut être très bénéfique. Laura, j'aimerais entendre ta perspective. Merci. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est peut-être plus facile pour certains patients de s'ouvrir à certains médecins, certains professionnels de la santé. Même si je suis nutritionniste, parfois j'ai des questions en ce sens qui ont rapport avec mon travail, mais avec le consentement de la personne, je peux parfois les référer à d'autres. Et vous pouvez également venir me voir. On ne sait jamais, je peux aider ou je peux vous référer à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est important, bien sûr, s'il y a quelqu'un dans le monde rénal, que ce soit des patients ou des membres du personnel, on est tous prêts à aider et à essayer de vous aider à trouver la bonne référence. Alors, le résultat du sondage aujourd'hui, alors, est-ce que les gens sont à l'aise de demander de l'aide, d'aller vers les autres? Il y en a qui sont très à l'aise, d'autres qui sont plutôt confortables, la plupart sont plutôt neutres. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise ou très mal à l'aise. Donc, c'est tout à fait naturel, ça fait partie de notre personnalité, mais allez-y, demandez de l'aide, que ce soit au niveau des expériences ou encore au niveau financier. Vous pouvez demander des conseils et de l'aide. Et nous voulons vous encourager à le faire. C'est très important. Merci beaucoup à tous pour tout cela, pour vos réponses. Bon, nous allons passer à la question numéro 2 maintenant. Il est possible que vous soyez capable de travailler soudainement et que les finances soient rapidement affectées, en particulier pour ceux qui vivent d'un salaire à l'autre. Alors, où les gens commencent-ils à chercher des ressources? Et Jody, en tant que travailleuse sociale aujourd'hui, j'aimerais te donner la parole en premier. Merci, Kate. Oui, c'est un moment qui génère beaucoup de stress quand on n'est plus capable de travailler. Donc, nouveau, ça dépend de la situation de chacun. On parle des gens un peu partout à travers le Canada. Il y a des ressources au niveau fédéral qui sont disponibles pour tout le monde au Canada et des ressources provinciales qui sont particulières à chacune des provinces. Alors, la première chose à faire, c'est de parler aux travailleurs sociaux parce que cette personne saura quelles sont les ressources qui vous sont disponibles. Donc, si vous travaillez, vous avez certains avantages sociaux, vous pouvez voir s'il y a des possibilités pour incapacité à court terme ou à long terme. Nous avons plusieurs patients qui deviennent incapables de travailler à long terme, qui peuvent profiter de ces avantages. Il y a également des avantages fédéraux, des prestations qui sont disponibles. Il y a également des prestations provinciales d'incapacité qui sont disponibles. Si vous n'avez pas de problème qui vous qualifie, vous pouvez commencer par l'assurance chômage médical, entre autres. Donc, ce sont des exemples simplement de ce qui est disponible, mais tout dépend de votre situation particulière et d'où vous en êtes. Même chose, il y a beaucoup de ressources pour
les gens qui vivent des situations particulières, par exemple, si vous avez suffisamment d'argent et être propriétaire, vous pouvez avoir des réductions de taxes foncières et autres, réductions fiscales grâce à des programmes provinciaux ou fédéraux. Il y a également de l'aide pour les Autochtones, particulière pour les Autochtones selon l'endroit où vous vivez, et ça dépend d'une province à l'autre. Nous travaillons avec les Premières Nations ici. Je pensais que tout cela était à l'échelle canadienne jusqu'à ce que je réalise que c'était restreint à la Colombie-Britannique, puisque je travaille en Colombie-Britannique, alors je m'en excuse. Et il y a un certain nombre d'autres ressources, des crédits fiscaux pour capacité à travailler. En fait, il faut que vous gagniez suffisamment d'argent. Donc, si votre revenu est très faible, ça ne s'appliquera pas nécessairement à vous. Mais si vous avez travaillé, avez gagné suffisamment d'argent, ça peut être très utile. Et point important, vous rappeler, c'est qu'il faut en faire la demande aussitôt que vous apprenez que vous ne serez plus capable de travailler pour un certain temps. Et si vous commencez la dialyse, c'est le moment pour faire la demande parce que ça peut vous aider tant et aussi longtemps que vous en aurez besoin. Si votre situation s'améliore, par exemple, si vous avez une greffe, lorsque vous serez sorti de cette période de greffe, probablement que vous pourrez retourner travailler. Donc, les gens qui arrivent au programme de greffe et qui n'ont pas déjà fait la demande trouvent parfois que c'est long. Alors, je vous encourage à le faire rapidement. Et il y a également un autre programme qui est fabuleux et qu'il est bien de commencer tôt. C'est celui d'un plan d'économie dont Patrick pourra vous parler davantage. Je ne veux pas vous parler trop longtemps. Non, non, mais c'est bien. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'après le webinaire d'aujourd'hui, les gens auront une liste de ressources pour tous ceux qui auront participé au webinaire. Et tout cela sera écrit, donc ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons les ressources nécessaires pour en parler. Et nous faisons référence ici à tous ceux qui sont dans des cliniques de soins rénaux, de dialyse, etc. Il est possible que nous ayons des gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui pourront peut-être en parler à leur médecin de famille, à leur néphrologue. Alors, même si vous n'avez pas toute une équipe rénale, vous pouvez en parler à votre médecin de famille ou vous pouvez même en parler au néphrologue. Et nous allons, je vois qu'il y a des questions, nous allons traiter de ces questions. On a faim parce que peut-être ce que nous allons couvrir dans le reste du webinaire y répondra. Sinon, nous ferons un suivi avec vous. Patrick, Laura, j'aimerais bien vous donner la parole. Si on n'est pas capable de travailler, quelles ont été les expériences que vous avez vécues? OK, moi, Laura, si ça ne dérange pas, je vais parler de ma perspective en tant que patient. Tout ce que Jody a dit est très valable et je recommande de suivre ses conseils. Jody a également dit qu'il y avait des programmes qui étaient régionaux, qui étaient soit fédéraux, soit provinciaux. Donc, parlez à votre travailleur social régional pour voir quel impact ça peut avoir sur vous, ce à quoi vous pouvez vous qualifier en fonction de votre région. Moi, j'ai commencé mes traitements. On me considérait, moi, j'ai été choquée de voir qu'on me considérait comme capable de travailler. OK, capable de travailler, est-ce que je me qualifie pour les crédits d'impôt? Et je devrais également avoir accès au régime d'épargne pour personnes handicapées. Et j'ai été surpris de voir que j'étais incapacité, mais j'ai pu économiser de l'argent. Ça m'a mis en bonne position pour mettre de l'argent dans un compte épargne pour incapacité et pouvoir m'assurer une certaine stabilité financière. Et ça a enlevé un peu de pression, comme on l'a dit, si on est incapable de travailler pendant un certain temps. Bon,
Dans mon cas, en tant que patient, moi, j'avais la chance d'avoir des prestations d'invalidité à court terme, à long terme avec mon employeur. Donc, quand j'ai eu ma greffe, j'ai pu profiter de cette occasion de ne pas travailler pendant un certain temps. Ça m'a permis de me remettre sur pied. Je suis revenue au travail 6, 7 mois après ma greffe. Donc, j'étais très heureux d'avoir eu cette chance et j'encourage les gens regardez sur le site web de la Fondation canadienne Durand. On explique quelles sont les options. Parlez également à votre comptable. Cela peut être très bien lorsqu'il comprend tout cela. Cela peut vous aider. Et moi, heureusement, j'ai eu la chance de me qualifier pour les différents programmes. Et parlez-en à vos familles, à vos amis, parce que pour le programme d'épargne dès que vous avez moins de 60 ans. Euh, Cela peut être utile même pour un mineur qui a une maladie rénale. Donc, vous pouvez avoir un parent, un tuteur qui pourra gérer les revenus pour vous et être bénéficiaire et pourra faire des contributions en votre nom. Et il y a également des avantages à utiliser ce compte parce que le gouvernement du Canadien vous permet également de profiter de certaines subventions annuelles mais vous peut-être vous qualifiez jusqu'à environ 35 000 d'années en subventions qui ne sont pas imposables. Merci, Patrick, pour toutes ces informations. Et vous avez mis vos casquettes professionnelles. Vous avez parlé du côté financier. Alors, Laurent, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, peut-être une petite suggestion. Je travaille à Ottawa, mais nous sommes très près de Gatineau. Donc, nous avons des patients des deux côtés de la rivière, soit au Québec et en Ontario. Et c'est très différent d'une province à l'autre. Donc, avoir un travailleur social sur l'équipe aide vraiment à traiter ce problème. Et d'un point de vue nutrition, si je peux me permettre, parlez-en à votre nutritionniste, à votre diététiste. On peut parfois avoir des échantillons, mais parfois ça peut être livré chez vous et si on peut vous envoyer. Parfois, ce n'est qu'à une occasion, mais vous pouvez recevoir des aliments. Peut-être vous pouvez écrire à votre compagnie d'assurance. Et vous pouvez faire des demandes. Moi, si j'ai un nom, je recommence, je demande à nouveau jusqu'à ce que j'ai la couverture nécessaire. Oui, ce sont des petites choses qui sont très utiles. Et le prochain sujet, c'est sur la nourriture. Donc, tu auras ton mot à dire là-dessus. Mais quand vous êtes dans ces moments difficiles, et même petites choses peuvent t'aider. Parfois, on peut avoir besoin de suppléments ou autre chose qui viennent s'ajouter à votre liste d'épicerie hebdomadaire. Donc, tout cela peut aider si vous pouvez les avoir gratuitement. Donc, nous allons parler de gens qui ont des problèmes avec une fonction rénale diminuée, des gens qui sont en hémodialyse, qui ont eu des greffes, etc. Alors, bienvenue à tout le monde. Et continuez à mettre vos questions dans le QR. Nous allons nous y attaquer bientôt. Maintenant, je vais passer à la question numéro 3. Et là, Laura, c'est toi qui seras sur la sellette. Donc, l'alimentation. L'inflation a vraiment affecté les budgets des patients, rendant plus difficile l'accès à des aliments plus sains. Et nous savons que c'est important pour tout le monde dans leur aventure dans le domaine rénal. Alors, quels sont les moyens d'accéder à des aliments plus sains et de manger avec un budget limité? Eh bien, c'est... Oh, mes petites diapos. Merci. Donc, les prix ont augmenté au cours des dernières années et ne diminueront plus comme nous retrouvions avant la pandémie. Donc, il faut vraiment trouver une façon de réduire nos factures d'épicerie et de compenser pour l'augmentation. Et en tant que patient souffrant d'insuffisance rénale,
il est possible que vous ayez plusieurs restrictions alimentaires, ce qui vient compliquer davantage l'épicerie. Donc, c'est malheureux, mais dans certains cas, dans certains foyers, les gens doivent réduire la quantité de nourriture qu'ils achètent s'ils veulent s'en tenir à leur budget. Et je lisais un article de septembre 2021, juste avant au début de la pandémie, que 50% des Canadiens disaient qu'ils avaient diminué leurs achats à l'épicerie au cours des premiers 6 mois de la pandémie parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et bon, bien sûr, maintenant, les coupons, les circulaires deviennent de plus en plus populaires. Donc, j'ai préparé ici une liste, bon, une petite infographie qui pourrait vous être utile. Mais les principaux sujets sont là. Donc, 12 conseils pour vous aider à réduire les coûts de l'épicerie. D'abord, c'est facile pour moi de dire ça, mais essayez de cuisiner davantage à la maison. Ça aide. Ça vous donnera davantage de contrôle sur ce que vous mangez aussi. Donc, si vous avez beaucoup de restrictions, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais voyons les autres conseils. Numéro 2, si vous utilisez moins d'ingrédients, ça va être plus simple. Ça peut être des recettes très simples, mais ça peut être délicieux et ce sera beaucoup moins cher. J'ai ajouté un lien, j'espère pouvoir le partager avec vous dans les ressources, je l'ai trouvé le moyen, mais faites une liste d'épiceries. Bon, elle est en anglais, mais on pourra trouver une liste d'épiceries pour les patients souffrant d'insuffisance rénale en français. Donc, faites une liste, ça va vous aider à planifier vos repas favoris et vous aidera à éviter les achats impulsifs et vous aidera à sauver de l'argent. Vérifiez les ventes. Plusieurs sites existent sur l'Internet. Vous pouvez trouver des circulaires en ligne, mais j'ai ajouté, on ne le voit pas, mais vous les aurez dans les ressources, 2 applications que vous pouvez télécharger sur vos appareils et qui pourront vous aider à trouver les meilleures ventes possibles. Par exemple, il y a Reebie et Too Good To Go. Et vous avez besoin d'avocat, par exemple. Et vous tapez avocado et vous créez votre compte afin d'être connu. Et là, ça va vous montrer dans quel magasin près de chez vous on retrouve les avocados les moins chers. C'est bien, c'est super. Reebie, c'est R-E-E-B-E-E et l'autre, Too Good To Go. Numéro 5, conseil. Bon, le congelé, c'est correct. En saison, certains fruits et légumes seront moins chers. Mais si vous voulez des fraises en hiver, ça va être plus cher. Et ce sera aussi nutritif si vous achetez des fraises congelées. Assurez-vous simplement qu'il n'y a pas de sauce ajoutée ou aucun assaisonnement, car il est possible que ça ajoute des additifs alimentaires. Alors, essayez de magasiner dans les allées à l'extérieur. Dans le milieu, c'est là qu'on retrouve les produits qui contiennent le plus d'additifs, le plus d'ingrédients sur la liste des ingrédients. Si vous vous en tenez, pardon, aux allées extérieures du magasin, vous aurez davantage de produits frais non traités. Et bon, est-ce qu'il y a des possibilités de faire des échanges? Oui, si vous achetez de la dinde hachée ou du bœuf haché, c'est moins cher. Et vous pouvez diminuer la quantité de viande de vos recettes et ajouter des lentilles. C'est bon, hein, mais si vous ne les aimez pas, ça ne goûtera pas parce que ce sera mélangé à de la viande. Utilisez des baies fraîches, congelées plutôt que fraîches si c'est trop cher, et mangez moins de viande. Remplacez un repas par semaine par un repas végétarien et ça vous aidera à réduire les coûts. Et j'ai fait une autre infographie, j'ai fait une comparaison. J'ai pris le tofu, le bœuf et les lentilles simplement pour vous montrer le prix par 100 grammes et vous montrer à quel point c'est différent et beaucoup moins cher quand vous travaillez avec des produits véganes ou végétariens. Alors, faites des provisions si vous avez de la place. Achetez-en 2 quand ils sont en vente plutôt qu'un.
Bien sûr, des items non périssables qui vont durer longtemps. Si vous pouvez le faire, c'est une bonne idée. Réutilisez vos restes. Oui, si vous pouvez congeler vos restes au lieu de les jeter, bien sûr, il y a des économies à ce niveau-là. Mais soyez créatifs. Ça va de pair. Vous pouvez utiliser un sauté que vous avez fait hier, ajouter un nouvel ingrédient pour faire un nouveau repas. Donc, soyez créatifs, ajoutez de la couleur, ajoutez des légumes différents et même des fruits dans vos salades pour réutiliser une recette et finalement, faites-vous un menu. Je ne suis pas très bonne pour ça, mais bon, c'est facile à dire, ouais, je sais. Mais si vous faites un menu, vous pouvez le faire pour un repas. Non, pardon, une journée, je veux dire. Faites-vous un menu pour la journée, vous connaissez vos recettes, c'est plus facile de faire l'épicerie. Et ensuite, vous pourrez faire 2 jours par semaine et ensuite 3 jours par semaine. 3 jours par semaine, déjà, c'est excellent. Et donc, ce sont mes trucs. Wow, merci, Laura. Oui, c'est incroyable d'avoir un visuel comme ça, aide énormément. Et c'est vrai, vous les allées externes, les allées en bordure du magasin, c'est là qu'on retrouve les produits les plus frais, les moins transformés. Dans le centre, on retrouve davantage de produits transformés. C'est peut-être moins cher, mais ce n'est pas toujours génial pour les patients souffrant de maladies rénales. Donc, parfois, on ne peut pas se permettre. Parfois, on regarde quelque chose et on se dit, mon Dieu, c'est cher, mais le congelé peut aider. Jody, Patrick, on aimerait entendre vos conseils à ce sujet. Euh, vous avez dû, à partir du moment où vous avez eu vos diagnostics, commencer à changer vos alimentations et on sait que ça peut être énervant, fatigant. Alors, vas-y, Jody. Merci, Patrick. Eh bien, merci beaucoup, Laura, pour cette présentation. J'ai appris des choses très intéressantes. Moi, j'étais végétarienne, donc j'encourage les gens à le faire. Et il y a une chose que je voulais ajouter. Je ne sais pas à travers le Canada comment c'est disponible, mais il y a des cuisines communautaires. Est-ce que vous les avez dans vos régions aussi? Oui. OK, super. Les jardins communautaires, les cuisines communautaires. Alors, de faire pousser vos propres aliments, même si vous avez un tout petit balcon, vous pouvez faire pousser des aliments. Ça, c'est très, très peu cher et vous avez le contrôle total de ce que vous faites pousser. Mais les cuisines communautaires sont une belle occasion. C'est un groupe de personnes qui achètent les denrées ensemble, qui cuisinent ensemble et qui se les partagent par la suite. Donc, ça peut être beaucoup moins cher. Et c'est intéressant de travailler en groupe. Bon, voilà. Eh bien, je veux féliciter Laura. Elle a raison d'un bout à l'autre. J'aurais aimé que tu m'aides aussi. Mais bon, au début, j'ai eu un peu de problème avec le côté alimentaire, les exigences. Et je suis sûre que les gens qui souffrent d'insuffisance rénale et commencent les dialyses se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile qu'ils pouvaient l'imaginer. Et la première année, la nutritionniste n'est peut-être pas votre meilleure amie, mais ma situation personnelle, moi, j'ai trouvé, je me suis dit, bon, c'est important d'avoir de bonnes prises de sang. Je sais ce que je dois manger et pas manger. Laura en a parlé. Alors moi, j'ai commencé à regarder ce que je n'avais pas le droit de manger. J'ai essayé de couper tout ce à quoi je n'avais pas le droit. Et je me suis concentrée sur les repas que je pouvais commencer à préparer. Donc, j'ai fait la recherche moi-même. Je me suis acheté un livre de cuisine pour la maladie rénale. J'ai parlé à ma diététiste. J'ai parlé à la travailleuse sociale. J'ai commencé à faire de la planification de repas, préparer certains repas, incluant ce que je voulais inclure et ce que je ne voulais pas inclure. Et je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup végétarien.
J'avais réduit ma consommation de viande rouge et il est possible que vous trouviez de belles solutions quant à des aliments qui goûtent bon, qui sont attrayants. Et faites une liste. Moi, je mangeais de chips chocolat et j'ai réalisé que ça me coûtait très cher par mois. Donc, comme Laura l'a dit, acheter davantage de produits qui sont en vente lorsque vous pouvez le faire. J'ai acheté des fruits, des légumes et d'autres items. Je les achetais en plus grande quantité, c'était plus économique, mais j'ai pris mon régime alimentaire très au sérieux. Et vous n'avez pas à planifier chaque jour, à faire des menus spéciaux. Et moi, je me disais, il faut que je mange plus de ça, moins de cela. Et je faisais une planification hebdomadaire et je me suis planifié un budget pour y arriver. Et après quelques temps, c'est devenu beaucoup plus facile et ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent et d'améliorer ma situation aussi. Merci Patrick, information très intéressante. Et vous savez, on a tous nos expériences, qu'elles soient liées au problème rénal ou pas. Nous devons toujours nous assurer de bien manger. Merci pour avoir partagé. J'aimerais qu'on passe à la prochaine question. Il ne reste que 10 minutes avant d'arriver à la période de questions-réponses. Mais parlons du transport maintenant. Encore une fois, nous avons des gens de peu partout à travers le Canada aujourd'hui, donc les distances pour les rendez-vous médicaux peuvent être très différentes. Mais selon l'endroit où l'on vit, ça peut avoir un impact important, sachant que les choses peuvent varier d'une province à l'autre. Quelles sont les ressources ou les idées générales que vous pourriez avoir? Et Jody, je vais te laisser la parole parce que je suis convaincue que tu en entends parler beaucoup en tant que travailleuse sociale. Alors, vas-y. Eh bien, c'est un défi, surtout pour les gens qui vivent en zone rurale, c'est-à-dire loin d'un centre rénal. Donc, il y a comme deux niveaux d'expérience pour les patients rénaux. Ceux qui vivent dans les grandes villes ou près d'un centre, c'est plus facile pour eux que ceux qui doivent voyager pour obtenir des soins. Bon, encore une fois, parlez à votre travailleur social, il saura quel est le programme particulier qui existe dans votre région. Dans chaque ville, il y a une version des services pour handicapés. Nous avons un DDART, mais il y a également d'autres services disponibles. Il y a également des bénévoles qui peuvent faire du transport. Il peut y avoir des rabais fiscaux dans vos impôts fédéraux pour réduire vos frais de transport ou si vous avez à vous déplacer beaucoup, si vous restez en ville, il y a un financement, il y a des crédits fiscaux, si vous devez aller en dialyse ou si vous devez vous rendre à l'hôpital pour un suivi de greffe. Ça varie d'une province à l'autre et d'un endroit même à l'autre au sein d'une province. Donc, commencez à en discuter avec votre travailleur social. Super, merci. Parfois, au sein de la communauté, il y a des ressources incroyables, il y a des gens, bon, c'est derrière nous maintenant, mais il y a des gens qui sont prêts à aider. Vous pouvez demander à un ami qui pourra vous amener à un rendez-vous médical. Patrick, Laurent, avez-vous des commentaires à faire sur le transport? Je pense au pass de stationnement, vérifier avec les hôpitaux. Oui, merci. Il y a dans beaucoup d'hôpitaux des stationnements gratuits, des passes pour stationnement gratuit. Oui, Laura a parlé de cela. Moi, j'étais capable d'aller à mes traitements, donc j'avais droit à une place de stationnement. Au début, je me sentais mal parce qu'il y a beaucoup de monde dans les stationnements d'hôpitaux, beaucoup du personnel n'a même pas de place pour se stationner. Mais moi, j'ai réalisé que c'était important que j'ai cette place pour aller à mes traitements de dialyse. Jody a parlé de certains des programmes que nous avons en Colombie-Britannique. Il y a des services qui sont très populaires à Kelowna, entre autres. Je ne sais pas si ça existe. Jody me corrigera si je me trompe, mais il y a des patients qui peuvent avoir des jetons pour prendre le taxi, pour aller à l'hôpital ou à la clinique et en revenir, ce qui permet d'économiser beaucoup d'argent. C'est souvent le cas de personnes âgées qui n'ont pas de conjoint ou quelqu'un de la famille pour les aider. Oui, tu as raison, Patrick. Merci.
Merci à tout le monde d'avoir ajouté ce que j'avais à dire. Ah ouais, super, merveilleux. Oui, le transport, c'est important et si vous conduisez, vous voyez le prix de l'essence. Bon, parfois on le voit descendre et on se dit, ah non, j'ai fait le plein hier, mais il faut en tenir compte et aussi perspective de la Fondation du Rhin. Euh, euh, nous avons des possibilités d'aider si vous êtes en soins rénal. Vous pouvez nous rejoindre par votre travailleur social. Les programmes diffèrent d'une province à l'autre, mais on peut vous dire ce qui est disponible. Mais ça vaut la peine de demander s'il y a des ressources disponibles par la Fondation du Rhin, même si c'est à court terme. Alors, si vous devez aller en dialyse, en centre de dialyse 3 fois par semaine, ça peut vous prendre un certain temps avant de vous organiser. Il peut y avoir une offre de transport à court terme où on peut vous aider avec cet aspect. Certaines provinces ont également des programmes de transport pour dialyser pour lesquels les gens peuvent avoir de l'aide. Donc, restez en contact avec votre succursale de la Fondation du Rhin. Il y a possiblement des ressources qui seront disponibles dans votre province et ça varie, comme je vous le disais, d'une province à l'autre. Alors, il nous reste quelques minutes avant d'ouvrir la période de questions. Nous allons maintenant regarder quelles sont les ressources qui sont disponibles, qui viennent d'amorcer leur traitement et qui doivent prendre de nouveaux médicaments ou encore des personnes qui viennent d'avoir un diagnostic et d'autres qui ont été greffés et qui ont à faire face à un coût de nouveaux médicaments. Alors, qui aimerait commencer? Alors, je vais y aller. Vas-y, Jody. Bon, encore une fois, je sais que j'ai l'air d'un disque rayé, mais ça dépend dans quelle province vous vivez. Par exemple, je peux parler de la Colombie-Britannique. Les patients en dialyse et souffrant d'insuffisance rénale sont très gâtés ici par ce qu'on appelle BC Renal couvre les médicaments quand ils sont en dialyse et ensuite, après la greffe, les médicaments tiragés, etc., sont couverts également. Je sais que ce n'est pas le cas partout au Canada, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les programmes, les travailleurs sociaux, les médecins ont fait énormément de travail pour que ce soit disponible pour tout le monde à travers le Canada. Mais entre-temps, parlez à vos travailleurs sociaux. Il y a des pharmacies, des programmes de pharmacie provinciaux dans le contexte de la Colombie-Britannique. Il y a des programmes qui diffèrent de ce qu'on retrouve dans d'autres provinces. Je ne connais pas toutes les provinces. Je sais qu'en Ontario, il y a quelque chose qui s'appelle Trillium, où les travailleurs sociaux peuvent faire des demandes pour avoir du financement pour couvrir les frais médicaux. Et comme Kate l'a dit, il y a également une aide d'urgence disponible par la Fondation. Et je vous dirais que dans votre équipe de traitement, il y a des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des infirmières, des nutritionnistes qui vont travailler pour vous et vont vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin. Donc, si vous ne pouvez pas vous permettre de payer pour ces médicaments, nous allons faire tout notre possible pour vous aider. Parfois, il y a du financement privé, il y a d'autres options, il y a certaines choses qui vont couvrir pendant un certain temps pour vous aider à trouver une autre ressource. Oui, ça c'est quelque chose d'important. Je sais, je suis en Colombie-Britannique aussi. Et vous savez, nous sommes gâtés. Il y a différentes options et je vais rajouter mon commentaire parce que il y a souvent des médicaments génériques aussi. Il y a des médicaments reconnus, mais les génériques peuvent être beaucoup moins chers. Lorsque votre médecin vous dit il faut que vous commenciez à prendre ça, médicament, vous pouvez simplement lui demander est-ce qu'il y a-t-il un générique?
que je pourrais prendre à la place parce que ça peut vous permettre d'économiser 10 dollars par prescription. Moi, parfois, je pouvais économiser 10-20 dollars. Alors, c'est ce que je voulais dire. Là, Patrick, est-ce que je peux avoir vos commentaires là-dessus? Moi, je dirais vivre en Colombie-Britannique, je dois être d'accord avec ce que Jody vient de dire, m'a permis de profiter de beaucoup des avantages des subventions du gouvernement provincial, médicaments tiragés, entre autres. Si vous avez d'autres médicaments à prendre qui ne sont pas nécessairement liés après votre greffe ou à votre dialyse, ils peuvent également être couverts par vos assurance au travail. Vous pouvez toujours demander, parler à Jody, à travailleur social, demander à vos assureurs, etc. Super. Laura, tu représentes tout l'Est canadien aujourd'hui. Alors, quelles sont les ressources? Serez-vous d'en parler aux infirmières, à l'équipe soignante? Parfois, au Québec, entre autres, c'est un code qui manque sur la prescription. Alors, ils vont refuser de couvrir le médicament, considéré comme un médicament d'exception. Nous sommes en Ontario et les médecins au Québec pensent à mettre le code sur la prescription, mais parfois les médecins ontariens n'y pensent pas. Alors, dites-nous quel médicament n'est pas couvert. Alors que je vous avais dit, ça peut être un médicament d'origine ou un médicament générique. Et je travaille avec les enfants aussi. Et parfois, c'est la forme des médicaments. Donc, par exemple, on ne couvrira pas le médicament liquide. Est-ce que, bon, le patient est capable d'avaler? Est-ce qu'il pourrait prendre un comprimé plutôt qu'un médicament liquide? De petites choses. Souvent, les gens sont dans le processus et oublient qu'il y a ces petites choses. Je sais qu'il y aura des questions à la fin, mais nous avons parlé des greffés, par exemple, qui ont beaucoup de médicaments et qui semblent avoir à payer pas mal d'argent. Donc, j'encouragerais ces gens-là, si c'est votre cas, continuez à parler à votre équipe, surtout si ça devient un problème. Alors, tous les médicaments sont importants, ce n'est pas pour rien qu'on les prend, mais votre équipe veut que vous les preniez. Donc, si vous avez des problèmes à les payer, essayez de voir quelles sont les ressources, essayez de voir avec eux quelles sont les ressources qui sont disponibles afin que vous puissiez continuer à prendre ces médicaments. Essayez de voir si on n'a pas oublié de cocher une case ou ce genre de choses. Et vous voulez vérifier ce genre de truc parce que nous ne voulons pas que les gens paient trop cher pour un médicament. Bon, il y a certaines questions qui avaient trait à des médicaments. Ce n'est pas une solution idéale, mais nous allons essayer de vous orienter vers les gens qui pourront vous aider. Alors, on arrive à la fin, il est 12h48. Donc, nous allons ouvrir la période de questions. Bon, je vois certaines qu'on a déjà commencé à aborder. Donc, si un membre de la famille doit aller en dialyse, est-ce qu'on peut payer quelqu'un d'autre dans la famille pour l'y amener, pour conduire, etc.? Avez-vous des commentaires à faire là-dessus? Oui, oui, moi, je peux rajouter, ça dépend de la situation. Les membres de la famille peuvent être indemnisés, peuvent recevoir des avantages pour aidants. Alors, oui, c'est possible d'avoir de l'assurance emploi ou du chômage pour le temps pris pour conduire cette personne ou peut avoir des avantages fiscaux également. Donc, en fait, je ne sais pas si quelqu'un peut être payé directement pour amener quelqu'un. Je ne crois pas, mais la situation de chaque personne est différente. S'il s'agit d'un dépendant, d'un enfant, ça peut être différent. Si ça peut être quelqu'un qui souffre d'un problème mental, ça peut être également différent.
Mais pour ce qui est pour aller en dialyse ou pour les rendez-vous pour les greffes, il peut y avoir des avantages pour les soignants pendant un certain temps, ou pour les aidants, pardon, pendant un certain temps. Vas-y. Je n'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là, mais je suis d'accord. N'as pas de s'excuse, mais il y a eu coupure de son, donc c'est définitivement une option. Parlez-en à votre travailleur social. Oui, nous savons, la dialyse n'est généralement pas un procédé à court terme, c'est assez long, parfois ça peut durer des mois, des années, des dizaines d'années pour certaines personnes. Donc, il y a une planification à long terme qui doit se faire pour voir comment vous pouvez vous rendre pour ces traitements. Et ensuite, il y a la greffe et il y a des suivis après la greffe. Parfois, les gens vont avoir de l'aide, des amis, de la famille, mais devraient pouvoir avoir accès à d'autres ressources. Laurent, des choses à dire sur le transport pour se rendre à la dialyse? Non? Non, parce que pour ajouter à ce que les autres ont dit. OK. Quelqu'un dit que ça ne couvre pas les séjours à l'hôpital. Je ne sais pas où vit cette personne, mais Jody, Patrick, à votre avis, ça fonctionne comment? Les séjours à l'hôpital devraient être gratuits pour les résidents canadiens, qu'ils soient résidents permanents ou citoyens. Reçu. Je ne sais pas si ça vient de quelqu'un qui a un problème de réfugié ou d'immigration. Si c'est le cas, parlez à votre travailleur social. Il pourra vous aider, mais les séjours à l'hôpital ne devraient jamais être facturés si vous avez des soins de santé provinciaux dans votre province. Et oui, je pense que c'est ça. Laura, vas-y. Oui, même chose. Je me disais peut-être pour des chambres privées. Ah, OK, ça veut dire des chambres privées. Je ne sais pas. Mais ça, c'est différent. Non, non, il n'y a pas de subvention pour les séjours en chambre privée à l'hôpital. Si c'est pour être hospitalisé, avoir des soins à l'hôpital, point final, ça devrait être gratuit ou couvert par le gouvernement. Patrick, vous avez quelque chose à rajouter à ce niveau-là en tant que patient? Ben, c'était l'expérience que j'ai eue. J'ai passé pas mal de temps à l'hôpital après le diagnostic initial. J'ai eu de la chirurgie, j'ai eu une greffe et je n'ai jamais eu à payer quoi que ce soit pour rester à l'hôpital parce que c'était couvert par le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Mais oui, une question de chambre privée peut jouer là-dessus. Après la greffe, il n'y a pas beaucoup de chambres partagées. Je me souviens quand je suis allée accoucher, il y avait cette différence. Mais c'est bon de vous rappeler. C'est souvent la dernière chose à laquelle on va penser, mais quand vous êtes là, assurez-vous de ne pas avoir de facture qui vous arrive suite à votre sortie de l'hôpital. Heureusement, ici au Canada, nous n'avons pas à nous en soucier trop. Je veux dire qu'il y a un programme fédéral pour les réfugiés au pays. Donc, encore une fois, votre travailleur social pourra vous aider en ce sens. Des gens qui ont un statut de réfugié ou même qui sont en train d'obtenir ce statut. Il y a un financement qui est disponible, qui couvre les soins médicaux. Donc, encore une fois, parlez à votre travailleur social et voyez ce qui est disponible. Incroyable. Merci. Très bien. Donc, c'était la principale question. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans le Q&A. Nous arrivons à la fin de notre temps, mais je vais donner un dernier mot à nos membres du panel. On a discuté de médicaments, de transport, d'alimentation. La maladie rénale touche toute la famille, bien sûr, et à l'extérieur du réseau de la famille et des amis. Il y a d'autres ressources qui sont disponibles. Il y a la famille rénale qui vous est là, qui est là pour vous.
Et ça peut être aussi simple que quelqu'un qui a besoin d'aide pour certaines choses. Donc, je pense que ça va nous aider en terminant à dire si vous n'avez pas des amis très près, de la famille très près qui peut vous aider, quelles seraient les ressources que vous pourriez recommander aux gens? Moi, je vais commencer, si vous voulez. Et moi, je comprends très bien les patients qui en sont aux premières phases, qui attendent une greffe, qui reçoivent des traitements. Et la maladie rénale, les hommes, les gens, souvent, c'est difficile de vivre avec ça, comme je l'ai dit au début de la conversation. Si vous avez un bon réseau d'amis, de famille, réseau d'appui, c'est bien. Mais je pense que travailler avec des gens qui vivent la même expérience que moi, peut être très utile, parler aux médecins, aux infirmières, aux diététistes, etc. Mais en bout de ligne, c'est moi qui est assis dans la chaise et qui reçoit la dialyse en clinique ou à la maison. Et ça peut être une situation qui me garde à l'écart. Il y aura de bons jours, il y aura de moins bons jours. Mais je pense que parler à des semblables, partager des expériences, aide toujours. Les gens savent à travers quoi vous passez. Donc, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup d'accès à ces ressources. Mais bon, tout le monde voulait garder sa vie privée, etc. Mais au cours des dernières années, j'ai travaillé avec la Fondation du Rhin et on a abordé ces problèmes. Et moi, je recommande à tout le monde de ne pas rester seul, d'aller voir la Fondation du Rhin, son programme qui s'appelle Bien-être rénal. Vous pouvez avoir de l'information pour vivre plus en santé, pour être en santé mentalement, pour parler à des gens en ligne, en personne, d'établir des liens avec des personnes, de vous donner des ressources. Et pour ceux d'entre vous qui êtes sur les médias sociaux, il y a un groupe Facebook qui est également appuyé par la Fondation du Rhin pour les patients rénaux. Je suis sur ce groupe et ce groupe donne également de l'aide, fournit de l'information, met à jour les différentes rencontres qu'il y a. Donc, je vous recommande toutes ces ressources et vous allez avoir beaucoup d'informations, vous allez rencontrer beaucoup d'amis et ça va vous aider. Super, Patrick. Merci. C'est le meilleur discours de vente que j'ai jamais entendu, mais c'est vrai. Et non, si vous avez encore des questions, il y en a une ici. Il y a des ressources en ligne au niveau de la planification, la cuisine rénale. Alors, il y a Kidney Community Kitchen qui a son propre site web et différentes autres ressources qui sont disponibles sur le site de la Fondation du Rhin du Canada et la Fondation du Rhin dans les différentes provinces a des ressources aussi. Jody, Laura, Patrick, des commentaires avant de terminer? Merci, Patrick. C'était bien de t'entendre parler de ton expérience et de faire la publicité de tout ce que nous avons à la Fondation. Je veux simplement ajouter que les ressources dont parlait Patrick sont également disponibles pour les membres de votre famille. Donc, c'est de l'aide pour tout le monde, que ce soit le patient, les soignants, les aidants, les membres de la famille du malade. Et encore une fois, ça varie d'une province à l'autre, mais les opportunités pour les aidants sont là aussi si vous êtes un aidant naturel. Donc, il y a généralement des ressources incroyables qui sont disponibles. Il peut y avoir des conseils gratuits également pour ceux qui en ont besoin. Donc, vérifiez avec votre équipe ou avec le bien-être rénal pour voir ce que vous pouvez trouver. Merci, Tori. Merci. C'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses. J'ai été très heureuse de partager mes expériences, mes connaissances. Je veux simplement dire que j'ai préparé une liste de ressources avec les sites Internet que je préfère, les podcasts, les récits, où trouver les recettes. Ce sera disponible pour tous et chacun d'entre vous. Ce sera ma participation. Merci, Laura, Patrick, Jody. Vos commentaires aujourd'hui ont été vraiment importants. J'espère que tout le monde a bien aimé.
Alors, nous nous engageons à fournir l'information et les ressources sur la maladie rénale par les différentes antennes régionales. Nous offrons des conseils et soutien sur l'accès aux services du système de soins de santé. Nous aidons les personnes à accéder à d'autres formes de soutien dans leur communauté et offrons une assistance en matière de compétences pour la défense de ces intérêts. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions pour parler à quelqu'un de votre communauté ou pour accéder à du matériel ou des ressources éducatives supplémentaires. Carrie, je te laisse le dernier mot. Merci, Kate. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui, Conseil pour réduire le stress financier lié à la maladie rénale. À la fin du webinaire, votre ordinateur ouvrira une nouvelle page. Je vous demande de répondre à notre enquête de satisfaction sur le webinaire. Vos commentaires sont importants pour nous aider à améliorer notre série de webinaires. Nous vous serions reconnaissants de prendre un moment pour y répondre. L'enquête est disponible tant en anglais qu'en français et vous trouvez le choix de la langue dans le coin supérieur droit de votre écran. Au nom de la Fondation canadienne du rein, je vous remercie de vous être joint à nous aujourd'hui. Restez en bonne santé. Profitez du reste de la journée. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Au revoir.